Alors je suis Salim Chena, je suis docteur en sciences politiques, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde à Bordeaux. Et donc je travaille sur les questions migratoires au sens large, l'asile, les migrations irrégulières, les migrations des étudiants, des commerçants, particulièrement sur l'Algérie mais globalement sur le Maghreb et le Sahara. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Donc dans ma présentation, j'ai essayé de souligner la diversité des enjeux qui sont liés à la diversité des types de migration qui existent. Le migrant irrégulier n'a pas les mêmes besoins que l'étudiant ou le commerçant. Donc ça nécessite une adaptation des institutions, des politiques publiques et des sociétés pour répondre et accompagner dans de bonnes conditions l'ensemble de ces migrations. Aussi bien pour que ça participe au respect de la dignité et à la tolérance envers les migrants et les étrangers en général, mais aussi pour que ça puisse profiter à la société, pour que les personnes qui viennent travailler ou faire du commerce ici puissent le faire dans de bonnes conditions, qu'ils puissent le faire légalement, pour que l'État prenne ses cotisations sociales et qu'eux aussi aient un minimum de protection sociale. Donc la complexité des phénomènes migratoires doit amener à une prise en charge adaptée à chaque type de migration. En 2016, vous avez édité un livre aux éditions Cartala qui s'intitule Les traversées migratoires dans l'Algérie contemporaine. Quelles sont, justement, les conclusions? Alors, d'abord, c'est dans cet ouvrage qui est tiré de ma thèse. Je m'intéresse aussi bien aux subsahariens qui sont présents en Algérie qu'aux Haraga qui quittent l'Algérie. C'est un livre qui est sur les migrations irrégulières en Algérie. La première conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que les représentations médiatiques et politiques des migrants servent à légitimer la xénophobie populaire, d'une part, en légitimant les stéréotypes et les préjugés qui peuvent exister dans la population, et d'un autre côté, ça légitime également la mise en place de politiques sécuritaires qui parfois sont attentatoires aux droits des migrants et au droit international en général. La deuxième conclusion, c'est que la gestion exclusivement sécuritaire, qui passe par la criminalisation des migrations, finalement contribue, alimente le développement de réseaux criminels organisés qui vont exploiter ces migrants, qui vont leur faire payer des prix exorbitants pour traverser, pour passer, qui vont les faire passer en prenant des risques pas possibles. Pour les haragas, des fois on leur vend des barques qui sont en très mauvais état, et s'ils ne connaissent pas eux-mêmes la mer, s'ils n'ont pas l'habitude, s'ils n'ont pas, par exemple, s'ils ne viennent pas d'une famille de pêcheurs, ils ne savent pas reconnaître une bonne barque. Et donc ça aussi, ça crée un certain nombre de problèmes. Donc le fait de mettre en position illégale ces migrants favorise l'apparition des mafias, tout simplement. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur les questions d'asile en Algérie. Le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est un petit bureau à Alger, et le BAPRA, qui est l'institution nationale du ministère des Affaires étrangères sur ces questions-là, sont particulièrement défaillantes pour reconnaître le statut de réfugié aux personnes d'Afrique subsaharienne, et aujourd'hui également d'ailleurs aux Syriens qui sont présents en Algérie. Donc il y a un véritable problème en termes de politique de l'asile en Algérie. Mais bien sûr, là encore, l'Algérie n'est pas un pays spécifique, particulier, c'est pas une exception. Aujourd'hui, le droit d'asile, il est remis en cause partout, y compris en Europe, y compris dans des pays qui se disent démocratiques. Ma dernière conclusion a été sur la question de savoir finalement comment se produit ce que j'ai appelé l'exil à domicile, c'est-à-dire l'envie de partir, ce sentiment de ne pas se sentir à l'aise chez soi, dans son pays. Et donc ça m'a amené à travailler notamment sur le quartier de Sidi Salem à Annaba, où à partir de ce quartier, on voit les difficultés que connaissent les personnes pour trouver du travail, pour se loger, pour se marier, pour vivre dans la dignité, avec un revenu qui est suffisant pour une personne ou pour une personne avec une famille. Il y a aussi bien sûr le problème du logement. À Sidi Salem, il y a la SAS qui est aujourd'hui un bidonville qui existe toujours avec énormément de familles. Là-bas, moi j'ai constaté que les baraques sont numérotées, et j'ai vu que les baraques sont numérotées jusqu'à plus de 4000.
4000, 4100. Donc voilà, ça vous dit l'importance et le nombre de gens, de familles, parfois avec des personnes handicapées, qui vivent dans, bien sûr, un certain nombre de personnes suroccupent les logements. Il y a 3 générations dans un même logement, les parents, les enfants des enfants. Bien sûr, tout ça, ça crée des problèmes, même à l'intérieur des familles. Donc il y a un certain nombre de difficultés qui font que les personnes ressentent ce qu'en Algérie on appelle la malvie et ce qu'on appelle aussi la hogja, puisque ils n'arrivent pas à obtenir leurs droits lorsqu'ils s'adressent à la commune, lorsqu'ils s'adressent à la wilaya, les personnes ne leur accordent pas leurs droits, parfois refusent de les recevoir, parfois leur parlent mal, et donc tout ça, ça crée un sentiment de ne pas se sentir digne chez soi, dans son propre pays, et ça crée cette envie de partir. On m'a dit clairement, moi je préfère encore dormir sur un carton en Europe et être libre que vivre ici sans être libre. On m'a même dit autre chose plusieurs fois. Moi, c'est pas grave si je vais à l'étranger. J'ai pas de droit, c'est normal, c'est pas mon pays. Ce qui est pas normal, c'est que dans mon pays, j'ai pas de droit non plus. Alors, je préfère partir. Donc voilà, tout ça, ça crée cette envie de partir. Et finalement, pour les personnes d'Afrique subsaharienne, les discours qu'ils m'ont expliqués pour justifier leur volonté de départ sont tout à fait proches. Ils dénoncent la corruption, le clientélisme, les magouilles pour obtenir un travail, le fait de risquer son poste si on suit pas les magouilles, etc. Donc finalement, l'émigration algérienne des Haraga et l'émigration des subsahariens en Algérie, finalement, elle est assez proche. Voilà. Comment vous expliquez ce phénomène quant à certains parents qui encouragent davantage leurs enfants à prendre le large? Comment, d'un point de vue sociologique? Alors ça, effectivement, ce sont des choses qui peuvent exister, aussi bien en Afrique subsaharienne que en Algérie. On va confier la responsabilité à un enfant, surtout si c'est l'aîné, d'aller à l'étranger pour devenir ce qu'on appelle un chargé de famille ou un soutien de famille, c'est-à-dire qui va permettre d'assister la vie de sa famille en travaillant à l'étranger. Alors ça, c'est effectivement une chose qui existe. C'est lié aux conditions socio-économiques de vie dans les pays du Sud. Cependant, il ne faut pas généraliser cet élément-là. Il y a énormément, peut-être même la majorité des Haraga, qui partent sans le dire à leurs parents, qui partent en cachette, parce qu'ils savent très bien que leurs parents vont essayer de les dissuader, vont leur dire que c'est dangereux, etc. Et donc ils partent en cachette. Parfois même, ils peuvent économiser un petit peu en secret, travailler à droite à gauche, économiser en secret et partir. Alors des fois, effectivement, ça peut être les parents qui les envoient. Dans ce cas, ils vont vendre un peu d'or de la famille ou des choses pour payer le voyage. Mais il faut pas généraliser cet élément-là. Aujourd'hui, les migrations, ce sont des migrations qui sont individuelles. Elles ne sont plus collectives. C'est vraiment des personnes qui partent seules et qui rencontrent d'autres personnes en route, qui créent des nouvelles amitiés, des solidarités. Ce sont des migrations qui sont non linéaires, c'est-à-dire que c'est une succession d'étapes. Ils vont pas dans un point donné pour y rester définitivement. Et ensuite, ce sont des migrations qui sont de moins en moins permanentes. Quelles sont justement, en tant que chercheur, vos recommandations pour faire face à ce phénomène, pour qu'il y ait de moins en moins des haragas qui prennent davantage le large? Ce que je peux dire, c'est que dans l'analyse des phénomènes de migration irrégulière, il y a déjà une responsabilité des pays du Nord qui limite la quantité de visas. Et quand on donne pas des visas à des personnes qui ont envie de partir, eh ben ils partent irrégulièrement. Donc il y a déjà cette responsabilité-là, le fait que les pays du Nord se ferment parce qu'ils ont eux-mêmes des difficultés économiques, parce que leur population développe des sentiments xénophobes, parce que aussi politiquement c'est un sujet porteur. Ça permet d'avoir des voix, de gagner des élections en montrant du doigt les immigrés. On connaît beaucoup ça en France, mais pas seulement. En Angleterre, ça se développe en Allemagne, etc. Donc ça c'est déjà une chose. La seconde chose, c'est aussi bien sûr de favoriser l'épanouissement, la réalisation de soi des individus dans leur pays d'origine. Et ça appartient à la société et aux institutions algériennes. Ensuite, faut pas négliger non plus qu'il y aura toujours des gens, et c'est normal, qui ont envie de partir, de voyager à l'étranger, de voir d'autres mondes, de rencontrer d'autres cultures, pour des raisons personnelles, des raisons professionnelles, des raisons familiales. Donc il faut pouvoir encadrer, accompagner ces migrations, leur donner la possibilité de se faire dignement, positivement, aussi bien pour les migrants que pour les sociétés qui les accueillent. Donc il faut pas chercher à supprimer les migrations. C'est impossible. Ça correspond pas à l'histoire de l'humanité depuis l'apparition des êtres humains. Donc il y a des questions d'adaptation, de législation, de politique publique à faire. Et c'est quelque chose qui doit se faire dans les pays de départ, mais aussi en coopération dans les pays de destination. Il faut qu'il y ait des accords, des négociations qui se fassent pour que ceux qui veulent aller faire du commerce, ceux qui veulent aller étudier, ceux qui veulent aller travailler, ceux qui veulent aller rejoindre un membre de leur famille qui est dans ces pays-là, puissent le faire dans des conditions sans risque,
sans risque pour leur vie, avec des tarifs abordables, puisque la conséquence de la criminalisation, c'est que le coût du passage clandestin, il est toujours plus cher. Plus la loi est dure, plus les coûts sont importants. Donc voilà un peu ces éléments-là. Finalement, il faut arrêter de voir les frontières comme des barrières, comme des murs, comme des espaces étanches entre les États-nations. Au contraire, ce sont des points de contact, ce sont des ressources, aussi bien au Maghreb. Hein, on sait très bien, par exemple, hein, que les pays pétroliers comme l'Algérie ou la Libye qui subventionnent les produits de première nécessité, le carburant, etc. On sait très bien que c'est exporté dans les pays limitrophes parce qu'il y a un avantage économique dans ces différences de prix. Et c'est pareil en France, hein, quand vous habitez à côté de la Belgique ou de l'Allemagne, les gens ils vont acheter leur essence dans ces pays-là, ils vont acheter leurs cigarettes là-bas, ils vont même acheter leurs voitures là-bas parce qu'elles sont moins chères. Donc voilà, faut réussir à utiliser les frontières positivement pour l'économie, positivement pour le respect de l'humanité et aussi positivement pour que les cultures puissent se rencontrer, puissent évoluer et s'enrichir mutuellement et pour qu'on puisse arriver en bout de course à un monde dans lequel les différents peuples vivent beaucoup mieux entre eux, se connaissent entre eux, se respectent entre eux malgré leurs différences. Il faut déjà complètement abandonner et rejeter les discours qui disent que les migrants sont des criminels, ça donne à beaucoup d'activités illégales, ramène des maladies, voire finance le terrorisme. Tout ça, il faut l'oublier. Ça ne correspond pas véritablement, voire pas du tout dans certains cas, à la réalité. Ensuite, il faut aussi réfléchir sur les catégories qu'on utilise. Migrants légal ou migrants illégal, réfugiés ou migrants économiques. Ça aussi, ce sont des catégories qui contribuent à délégitimer, à disqualifier, à rejeter certains types de migrants en disant il y a des bons migrants et il y a des mauvais migrants. Il y a des migrants qu'on peut accepter parce qu'ils nous sont profitables, parce qu'ils vont créer de la richesse, ils vont créer de la culture. Donc eux, on a le droit de les utiliser pour nous, alors que eux, ils vont rien nous donner, alors on les dégage. Voire on les laisse mourir en mer ou dans le désert. Donc il faut vraiment prendre ce phénomène globalement, tout en étant conscient de la spécificité de chaque forme et des besoins de chaque forme de migration. Donc il y a un grand travail à faire en termes de représentation et d'image sociale et politique de la migration en général. Merci monsieur Chenna. D'accord, et merci beaucoup pour la radio des Sans Voix.